Dans le Saint-Coran, Dieu parle des étapes du développement embryonnaire de l'homme. Nous avons créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. Puis nous l'avons fait goutte à goutte dans un lieu d'implantation, solidement fixé. Puis nous avons fait de la goutte une alaka, sangsue, chose suspendue et caillot de sang, puis nous avons fait de l'alaka une mudga, substance mâchée. Coran 23, 12-14. Littéralement, le mot arabe alaka a 3 significations, 1. Sangsue, 2. Chose suspendue et 3. Caillot de sang. En comparant une sangsue à un embryon au stade de l'alaka, nous constatons des similitudes entre les deux, 1, comme le montre la figure 1. En outre, l'embryon à ce stade se nourrit du sang de la mère, comme la sangsue qui se nourrit du sang des autres deux. Figure 1, dessin illustrant les similitudes d'apparence entre une sangsue et un embryon humain au stade de l'alaka. Dessin de la sangsue tiré de Human Development a Described in the Quran and Sunnah, Moore et autres, p. 37, modifié à partir de Integrated Principle of Zoology, Hickman et autres. Embryon tiré de The Developing Human, Moore et Perso, 5e édition, p. 73. Le deuxième sens du mot alaka est « chose suspendue ». C'est ce que l'on peut voir dans les figures 2 et 3, la suspension de l'embryon, au stade de l'alaka, dans l'utérus de la mère. Figure 2, ce diagramme montre la suspension d'un embryon au stade de l'alaka dans le ventre, l'utérus, de la mère. The Developing Human, Moore et Perso, 5e édition, p. 66. Figure 3, cette photomicrographie montre la suspension d'un embryon, marqué B, au stade de l'alaka, environ 15 jours, dans l'utérus de la mère. La taille réelle de l'embryon est d'environ 0,6 mm. The Developing Human, Moore, 3e édition, p. 66, d'après Histologie, Lison et Lison. Le troisième sens du mot alaka est « caillot de sang ». Nous constatons que l'aspect extérieur de l'embryon et de ses sacs au stade de l'alaka est similaire à celui d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de quantités relativement importantes de sang dans l'embryon à ce stade 3, voire figure 4. De plus, à ce stade, le sang ne circule pas dans l'embryon avant la fin de la 3e semaine 4, l'embryon à ce stade ressemble donc à un caillot de sang. Figure 4, schéma du système cardiovasculaire primitif d'un embryon au stade de l'alaka. L'aspect extérieur de l'embryon et de ses sacs est similaire à celui d'un caillot de sang, en raison de la présence de quantités relativement importantes de sang dans l'embryon. The Developing Human, Moore, 5e édition, p. 65. Les 3 sens du mot alaka correspondent donc exactement aux descriptions de l'embryon au stade de l'alaka. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. L'étape suivante mentionnée dans le verset est celle de la mudga. Le mot arabe mudga signifie « substance mâchée ». Si l'on prenait un chewing-gum et qu'on le mâchait dans sa bouche, puis qu'on le comparait à un embryon au stade de la mudga, on conclurait que l'embryon au stade de la mudga acquiert l'apparence d'une substance mâchée. Cela est dû au somite à l'arrière de l'embryon qui ressemble quelque peu à des marques de dents dans une substance mâchée, 5, voire figures 5 et 6. Figure 5, photographie d'un embryon au stade de mudga, 28 jours. À ce stade, l'embryon prend l'apparence d'une substance mâchée, car les somites à l'arrière de l'embryon ressemblent quelque peu à des marques de dents dans une substance mâchée. La taille réelle de l'embryon est de 4 mm, The Developing Human, Moore et Perso, 5e édition, p. 82, d'après le professeur Hideo Nishimura, Université de Kyoto, Kyoto, Japon. Figure 6, lorsque l'on compare l'apparence d'un embryon au stade de la mudga avec un morceau de chewing-gum mâché, on constate une similitude entre les deux. A. Dessin d'un embryon au stade mudga. On voit ici les somites à l'arrière de l'embryon qui ressemblent à des marques de dents. The Developing Human, Moore et Perso, 5e édition, p. 79. B. Photographie d'un chewing-gum mâché. Comment Muhammad, que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur lui, aurait-il pu connaître tout cela il y a 1400 ans, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que récemment en utilisant des équipements de pointe et des microscopes puissants qui n'existaient pas à l'époque? Ham et Leeuwenhoek ont été les premiers scientifiques à observer les spermatozoïdes humains à l'aide d'un microscope amélioré en 1677, plus de 1000 ans après Mahomet. Ils pensaient à tort que le spermatozoïde contenait un être humain miniature préformé qui se développait lorsqu'il était déposé dans les voies génitales féminines 6. Le professeur émérite Kees L. Moorset est l'un des scientifiques les plus éminents au monde dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Il est l'auteur du livre intitulé The Developing Human, qui a été traduit en 8 langues. Ce livre est un ouvrage de référence scientifique et a été choisi par un comité spécial aux États-Unis comme le meilleur livre écrit par une seule personne. Kees Moore est professeur émérite d'anatomie et de biologie cellulaire à l'Université de Toronto, Canada. Il y a été doyen associé des sciences fondamentales à la faculté de médecine et président du département d'anatomie pendant 8 ans. En 1984, il a reçu le prix le plus prestigieux décerné dans le domaine de l'anatomie au Canada,
le prix J.C. Grant de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé de nombreuses associations internationales, telles que l'Association canadienne et américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques. En 1981, lors de la 7e conférence médicale à Dammam, en Arabie Saoudite, le professeur Moore a déclaré « J'ai eu le grand plaisir d'aider à clarifier les déclarations du Coran sur le développement humain. Il est clair pour moi que ces déclarations ont dû être transmises à Mahomet par Dieu, car la quasi-totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Cela me prouve que Muhammad devait être un messager de Dieu. 8. Pour voir la vidéo Real Player de ce commentaire, cliquez ici. En conséquence, le professeur Moore s'est vu poser la question suivante, cela signifie-t-il que vous croyez que le Coran est la parole de Dieu? Il a répondu, je n'ai aucune difficulté à l'accepter. 9. Lors d'une conférence, le professeur Moore a déclaré, en raison de la complexité de la classification des embryons humains, due au processus continu de changement au cours du développement, il est proposé de développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et la Sunna, ce que Muhammad, que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, a fait ou a approuvé. Le système proposé est simple, complet et conforme aux connaissances embryologiques actuelles. Les études intensives du Coran et des hadiths, rapports transmis de manière fiable par les compagnons du prophète Mahomet sur ce qu'il a dit, fait ou approuvé, au cours des 4 dernières années ont révélé un système de classification des embryons humains qui est étonnant puisqu'il a été enregistré au 7e siècle après Jésus-Christ. Bien qu'Aristote, le fondateur de la science de l'embryologie, ait compris que les embryons de poussins se développaient par étapes grâce à ses études sur les œufs de poule au 4e siècle avant Jésus-Christ, il n'a pas donné de détails sur ces étapes. D'après l'histoire de l'embryologie, les stades de développement et la classification des embryons humains ont été peu connus jusqu'au XXe siècle. C'est pourquoi les descriptions de l'embryon humain dans le Coran ne peuvent pas être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. La seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Mahomet par Dieu. Il n'aurait pas pu connaître de tels détails parce qu'il était analphabète et n'avait aucune formation scientifique.